On y va? Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Après ce démarrage, on ne peut pas dire flamboyant, besogneux, merci à Catherine et à Joël pour assurer ces échanges. Donc, par rapport à d'autres rencontres qu'on a pu faire ensemble, avec Catherine, nous avions plutôt opté pour des échanges en live à partir de questions que Catherine peut s'être posée, que nous nous sommes posées ensemble, et puis aussi de voilà, ce qu'elle peut transmettre de vos questions à vous concernant la façon dont la logique émotionnelle peut nous aider à voir plus clair dans ce qui se passe dans cette situation sanitaire. Donc là, on ne va pas parler médecine, bien que je serais ravie de discuter tout ça avec vous, mais on va plutôt regarder du côté des émotions qui sont présentes, voire qui se révèlent, qui s'amplifient du fait de ces situations qui ne sont pas simplement uniquement des situations de confinement, parce qu'il y a quand même plein de gens qui ne sont pas confinés, parce que tout simplement ils travaillent pas simplement dans les hôpitaux, ils travaillent aussi dans des tas d'endroits où on considère que leur présence assure une logistique indispensable à la vie de chacun. Et donc, ce n'est pas simplement une situation de confinement, c'est une situation qui est beaucoup plus large et qui vient nous interpeller, nous interroger et donc inévitablement stimuler, on va dire, révéler, stimuler, amplifier toute une résonance émotionnelle que chacun porte naturellement en soi. Donc, comme d'habitude, ce que je ne cesse de marteler, c'est que ce n'est pas la situation qui est à l'origine de nos émotions, c'est dans la situation qui est là, comme un ensemble de faits que nous percevons, et bien, dans cette situation, certains faits plutôt que d'autres viennent nous toucher, nous stimuler, se révèlent intérieurement à travers tout un champ de sensorialité auquel nous réagissons de manière à conserver notre équilibre, puisque par définition, nous ne pouvons pas ne pas chercher à conserver notre équilibre qui fait partie de notre structure neuronale, corporelle entière. Et donc, dans ces événements, dans ces péripéties qui surgissent à nos sens, nous ne cessons de chercher à répondre à ce qu'on appelle volontiers le désir d'existence et à nous sentir vivants dans cette situation dont les différents éléments sont évidemment bousculés par rapport à nos habitudes. Et donc, ce n'est pas, encore une fois, la situation qui nous bouscule, c'est nous qui nous sentons bousculés face à une situation que nous lisons inévitablement à travers toute une mémoire corporelle, mais aussi une mémoire événementielle. Et c'est ça, c'est la logique émotionnelle, va nous aider à regarder ça d'une façon plus fine. C'est ce que j'ai cherché aussi à raconter dans le dernier clin d'œil que tu as envoyé, Catherine. C'est-à-dire comment ce processus émotionnel a des effets sur ce qu'on appelle volontiers la cognition, avec un biais cognitifs, les biais, c'est-à-dire la façon dont nous pouvons comprendre ces habitudes cognitives à la lecture de l'émotion et comment le désir vivant, le désir vital, le désir d'existence vient favoriser un certain nombre de biais, c'est-à-dire que notre cognition est biaisée par un certain nombre de, comment dirais-je, une certaine forme de pression émotionnelle. Et donc, c'est ça que je vous propose de regarder, non pas parce que nous aurions à avoir une illusion selon laquelle nous n'aurions plus de biais cognitifs, ce n'est pas possible. Le système fonctionnant comme il est, c'est à nous de reconnaître ces biais cognitifs comme étant des biais parce qu'ils sont tout simplement la conséquence de ce processus émotionnel qui est à l'œuvre et auquel personne ne peut échapper. Voilà, donc je vous propose que pendant l'heure qui vient, nous puissions échanger sur des sujets
aussi concret que, par exemple, qu'est-ce qui fait, Catherine, j'ai pris ta place, c'était la question que tu voulais me poser, qu'est-ce qui fait que nous n'avons, pour la plupart, pas cru que le virus traverserait les Alpes, arriverait en France, alors qu'il se déployait déjà, la contagiosité se déployait déjà en Italie, par exemple. Donc c'est une des espèces d'évidence sur lesquelles on n'est pas concerné, puisque ça se passe ailleurs. Et ça va mieux là, il n'y a plus de retour. Merveilleux. C'est beaucoup plus confortable pour moi. Et donc, c'est par exemple un biais, c'est-à-dire comment dirais-je, une parole que l'on peut exprimer, une croyance, une évidence, je préfère employer le mot d'évidence, selon laquelle nous nous référons au fait que ce n'est pas chez nous. Et donc, tant que ce n'est pas chez nous, nous n'avons pas à y penser, à y réfléchir et à agir par rapport à ça. On retrouve exactement la même chose lorsque les scientifiques qui s'occupent de notre climat nous informent depuis beaucoup plus que 10 ans, hein, ça fait 20, 30 ans qu'ils nous informent du fait que nous sommes en danger, la planète est en danger du fait de ce réchauffement et du fait de certaines habitudes qui sont utilisées sur le plan économique et qui nous font foncer tout droit vers un drame. Tant que le drame n'est pas là, nous ne le voyons pas, nous ne le percevons pas. Et donc, si nous ne le percevons pas, il y a une part de nous qui se conforte sur le fait que tant que nous ne le percevons pas, ça n'existe pas. Et qu'effectivement, quand on regarde le système nerveux, son fonctionnement et le processus émotionnel, celui-ci ne s'enclenche qu'à partir du moment où nous percevons quelque chose. Soit nous le percevons parce qu'au travers de nos sens, nous avons cette information qui active tout un registre sensoriel et tout un registre du coup réactif, qui fait que nous réagissons à ce que nous percevons par le biais de la sensorialité, ou bien parce que ce même activation peut se faire par des images mentales que nous faisons surgir ou qui surgissent d'autres situations, en lien avec d'autres situations, et que l'image nous parvienne directement au niveau de nos yeux ou de nos oreilles, ou que l'image nous parvienne à partir d'une représentation mentale, ça peut tout à fait déclencher ce même phénomène de sensorialité, réactivité, voilà, jusqu'à ce que nous retrouvions notre équilibre. Et donc, tant que c'est loin, tant que c'est invisible, eh bien, c'est loin, c'est invisible, donc ça n'est pas. Et ce biais-là répond tout simplement au fait que nous ne sommes concernés que par la réalité qui arrive à nos sens et non pas par quelque chose qui serait trop lointain et donc non perceptible par nos sens. Et au nom de quoi nous réagissons par une forme de déni, c'est-à-dire c'est loin, c'est pas tout de suite, c'est les voisins, c'est le côté des Alpes, c'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière. C'est au nom de quoi nous agissons de cette façon-là? Tout simplement au nom du maintien d'une forme de sécurité, sécurité dans le connu, et donc tout ce qui n'est pas perçu comme venant nous stimuler, nous répondons au nom du maintien de cette forme de sécurité, une sécurité qui n'est pas optionnelle, nous passons notre temps à répondre à une intention de sécurité, et donc à partir de là, nous comportons selon ce modèle de conserver coûte que coûte une sécurité, et l'un des moyens pour la conserver, c'est effectivement le déni, c'est-à-dire ça n'existe pas puisque je ne le perçois pas, ça n'existe pas puisque je n'en fais pas l'expérience, et donc le fait que ce soit qu'on n'y croit pas est tout simplement une réponse. Ce n'est pas du tout que nous sommes idiots,
c'est simplement que nous répondons naturellement, les uns plus que d'autres, hein, sous des formes différentes, nous répondons naturellement à ce désir de sécurité, d'être maintenu, de rester dans une sécurité et de préférence la sécurité que nous connaissons. Voilà, donc c'est au nom de ce désir de sécurité que nous nous maintenons dans un déni, une forme de déni, et pouvons nous imaginer que ça ne nous arrivera pas puisque nous ne le percevons pas. Alors, il y a une autre façon hein, de maintenir, sur ce même sujet, il y a une autre façon de maintenir notre sécurité, c'est précisément de dramatiser, c'est-à-dire d'amplifier l'information, de créer un scénario de drame, d'épouvante, comme si, en grossissant à la loupe l'information que nous percevons, c'était une façon de prendre plus conscience du désir de sécurité que nous avons tous en nous. Alors, voilà, c'est comme si la population était un peu coupée en deux entre ceux qui disent mais non, c'est loin, c'est pas nous, ça ne nous arrivera pas, et puis une autre qui est dans une espèce de surenchère de drame. Évidemment que quand ceux qui dramatisent entendent ceux qui dénient, ils dramatisent encore plus en traitant ceux qui dénient de fous. Et puis ceux qui dénient l'information en regardant ceux qui la dramatisent, eh ben, ils ont la même réaction en disant que c'est n'importe quoi, les gens dramatisent pour un rien et donc il ne faut pas s'affoler, restons calmes, tout va bien. Donc on voit bien comment le processus émotionnel, au nom d'un même désir, qui est un désir de sécurité, peut couper la population en deux morceaux, si je puis dire, entre ceux qui dénient, rejettent, etc., ceux qui dramatisent, qui évidemment ne peuvent pas s'entendre tant qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont tous habités par un même désir, juste sous des formes différentes. Je te laisse la main, Catherine, si tu as d'autres questions ou que nos amis ont des questions à poser. Catherine, as-tu des questions? Je ne t'entends pas, ton micro est coupé. Je vais lui envoyer le message. Ah, ça y est. J'ai l'impression coupé ton micro, simplement. Oui, pour qu'il n'y ait pas d'écho, ça renforçait l'écho. Alors, comme c'est haché et que j'entends différer, donc voilà, je vais me risquer. Okay. Donc, j'avais vu un commentaire qui était autour de, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont conscience de ce qui arrive au fur et à mesure et d'autres qui sont dans des incertitudes, soit dans les montées festives, soit dans des ambiances de délation, soit... Donc, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont une sorte de conscience au fur et à mesure des informations, comme si elles les engrangeaient? C'était Gérard que peut-être. Oui, mais c'est une super question. Comme toujours, les questions de Gérald. Gérard. Gérard. Ah oui. Bah alors, Gérard, formidable. Je ne sais pas si c'est uniquement une histoire de conscience. C'est, me semble-t-il, notre système nerveux est un système qui a vocation à agir. Il n'a pas simplement vocation à devenir conscient. Moi, je reçois à chaque fois des gens en entretien et qui mettent sur lesquels il est évident qu'ils ont conscience de ce qui se passe. Et donc, ils ont bel et bien une conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils vivent, de ce qui leur est dit, du bénéfice qu'il y aurait à faire telle et telle action, etc. Et donc, malheureusement, on constate que la conscience ne suffit pas lorsque nous sommes confrontés à des changements. Les gens disent souvent, mais je suis suffisamment lucide, je suis lucide sur moi-même, je suis lucide sur l'autre, etc. Et donc, la conscience est évidemment très, très nécessaire. Hein. C'est 10-15% du fonctionnement du système nerveux, du cerveau, est, comment dirais-je, relatif justement à ces processus de conscience.
mais il se joue quelque chose de plus par rapport à ces personnes qui, recevant l'information, et ne basculent pas du côté d'une dramatisation ou au contraire on fait la fête quand même, voire en passant par des comportements de dénonciation parce qu'il y a des gens qui sortent, je ne sais pas, sans masque ou qui frôlent les autres ou qui, je ne sais pas quoi. C'est que les gens qui apparemment ont cette conscience, ce sont surtout des gens qui vont faire quelque chose de ces informations. Et j'insiste vraiment, faire quelque chose, c'est agir. Et donc, ils agissent non pas forcément sur l'information, mais ils agissent parce que mentalement, ils vont faire des liens, par exemple, avec ce qu'ils savent déjà, ou ils vont tenir une sorte de journal de bord, journal de confinement ou un tout autre type, parce que franchement, le journal de confinement, ce n'est pas très fun, mais une sorte de journal de ces 2 mois que nous aurons passés. Et donc, ce qui caractérise plus que la conscience, c'est l'action. Ce sont des gens qui vont en parler, ce sont des gens qui vont échanger, ce sont des gens qui vont chercher les informations sur Internet, ce sont des gens qui vont apporter même une force de critique par rapport à certaines informations qu'ils lisent, par rapport à d'autres. Et donc, ce n'est pas simplement de la conscience. La conscience, elle est fondée sur l'action, c'est-à-dire ce que nous faisons des informations que nous recevons. Est-ce que nous la gardons pour nous? Est-ce que nous la critiquons? Est-ce que elle nous donne, on va chercher un lien avec des choses, etc., etc. Et la caractéristique, c'est que ces personnes-là vont chercher à faire quelque chose de l'information qu'elles reçoivent. D'autres vont au contraire avoir une forme de réactivité par rapport à l'information sous une forme émotionnelle, c'est-à-dire soit en la rejetant, soit en cherchant à l'éviter par tous les moyens, soit en la subissant comme un sort. C'est-à-dire qu'on retrouve là les 3 modèles du système émotionnel corporel, hein, qui ensuite se prolonge dans des automatismes comportementaux. C'est-à-dire que je reçois l'information et d'emblée, je vais éviter cette information en disant par exemple, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible que l'État, c'est pas possible que c'est pas possible que les hôpitaux, c'est pas possible. Et donc, cette petite phrase qui peut paraître complètement anodine, mais qui dit quelque chose d'extrêmement puissant, c'est-à-dire, c'est pas possible. J'ai le souvenir d'une dame absolument charmante qui, en regardant les tours des 2 tours jumelles de New York, était devant son poste et la seule chose qu'elle pouvait dire dans le choc qu'elle percevait, c'était c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est-à-dire que, bien sûr qu'elle voyait ce qu'elle voyait, mais pour arriver à se raccrocher à ce qu'elle connaissait, sont pas possibles. C'est comme si elle faisait de son mieux pour que les tours ne s'écroulent pas. Donc ça raconte toute la difficulté que nous avons à être en rapport avec ce qui est, avec la réalité qui est perçue ou qui est vécue, éprouvée. Et donc, il y aura ceux qui vont aller dans le c'est pas possible. Et puis, il y a aussi ceux qui vont aller beaucoup plus dans une posture de lutte, de réactivité, de rejet, non pas rejet en évitant, mais rejet on nous ment, ou de rejet qui va beaucoup plus du côté de les gens font mal leur boulot, l'État fait mal son boulot, après c'est les Chinois, après c'est les Italiens, après c'est les Français, après c'est tout ça. Et donc là, on est dans une bataille vis-à-vis de l'extérieur que représente la situation. Et dans cette bataille, ça raconte surtout une espèce de bataille intérieure parce qu'on voudrait désespérément pouvoir maîtriser ce qui arrive et que, comme on n'y arrive pas, eh bien, ça se traduit par des comportements qui peuvent aller jusqu'à la dénonciation. J'ai eu l'information selon laquelle
des gens qui prenaient une étudiante plus exactement, qui était interne à l'hôpital, et cette étudiante, cette interne est arrivée un soir et ses affaires étaient sur le palier, c'est-à-dire que ces gens qui comment dirais-je, qui lui offraient la possibilité, évidemment moyennant un loyer, hein, de vivre chez eux, c'était plus possible pour eux. Donc eux ne sont pas allés dans la dénonciation, mais ils sont allés dans le rejet de cette jeune interne qui s'est retrouvée à la rue avec sa valise. Elle me dit c'était tout bien plié, c'était très gentiment fait, sauf que moi j'étais à la rue. Et donc, en rentrant le soir de l'hôpital, je n'avais plus de lieu pour dormir. Donc, ça dit jusqu'où ces comportements peuvent aller, dénonciation, rejet, violence physique, pour toujours la même chose, hein, pour essayer de rester, de répondre à ce désir d'existence. Et puis, la troisième possibilité, qui est beaucoup plus possibilité de survie, hein, qui est celle non pas de l'évitement, non pas de la lutte, mais d'une forme de soumission, c'est-à-dire que nous subissons la situation face à laquelle nous nous sentons complètement impuissants. Nous sommes séparés de ce que nous connaissions d'avant, donc il y a un ressenti de perte, mais ce ressenti de perte est lié au fait que, justement, nous subissons, nous restons dans ce sentiment d'impuissance, puisque en subissant la situation, nous ne nous voyons pas pouvoir agir dans cette situation, pouvoir faire quelque chose de cette situation. Et donc, nous restons dans cette impuissance, faute de nous mobiliser pour devenir acteurs dans la situation, acteurs dans nos appartements, acteurs dans le métro, pour ceux qui prennent encore le métro ou le bus pour aller travailler. Et donc, là, il y a ce repli, hein, que nous vivons. Donc, éviter, lutter, se replier, ce sont des trois modèles défensifs qui sont inscrits à la fois génétiquement et à la fois dans des habitudes acquises corporellement et donc dans une mémoire. Donc, nous n'avons plus la mémoire au sens officiel, mais qui sont quand même inscrites corporellement comme moyen de survie. Voilà, donc ça éclaire comment nous pouvons être très différents les uns des autres dans cette situation, tout simplement parce que se révèlent nos habitudes comportementales et mentales dans une situation qui est un changement radical par rapport au paradigme qui était le nôtre précédemment. Catherine? Oui, me vient l'idée où nous en avions parlé précédemment. Comme il y avait écho, peut-être que tu avais répondu à cette notion-là. Donc, mais par exemple, j'entends des personnes autour de moi, ou même moi parfois, la proximité avec des gens proches que j'apprécie, que j'aime, mon compagnon. Il y a un moment où c'est beaucoup plus tendu, il y a des tensions entre nous, il y a... Alors, certes, je suis experte en logique émotionnelle, malgré tout, je trouve que vraiment, il y a quelque chose qui est insupportable. Tu me le tends sur un plateau. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une illusion, mais alors une illusion qui est vraiment tenace, hein, et qui est, me semble-t-il, beaucoup liée à l'illusion produite, qui a été, comment dirais-je, développée par une compréhension de la psychologie idéalisée. C'est-à-dire que pendant longtemps, on nous a dit prenez conscience et du coup, tout va changer. Non. Comprenez ce qui se passe et vous verrez, ça changera. Non, ce n'est pas suffisant. Toi qui fais de la logique émotionnelle, tu ne devrais plus t'énerver. Non, ce n'est pas de ça non plus dont il s'agit. C'est-à-dire que l'idée, qui encore une fois est très liée à une mauvaise compréhension, hein, du processus psychique, l'idée selon laquelle nous comprenons ce qui se passe
et que nous avons du recul sur ce que c'est que la colère, l'évitement, la peur, etc. Et que nous, donc, nous ne devrions plus nous chauffer, nous énerver ou que nous devrions vraiment être capables d'aborder toute situation avec courage, ténacité, etc. Tout ça, c'est une idée. Et ça ne correspond absolument pas au phénomène vivant qui fait que quand une information a été enregistrée par le corps comme étant, comment dirais-je, comme étant vitale, je pense par exemple à la notion d'obstacle. J'en parlais hier avec une journaliste qui m'interviewait sur justement ce qui se passe aujourd'hui, les comportements, etc. Et avec elle, je partageais le fait que lorsqu'une information est restée engrammée, gravée, ces fameux marqueurs somatiques dont parle un grand neurologue, Antonio Damasio, ces marqueurs somatiques, c'est qu'il y a une marque dans le corps. Voilà, il y a quelque chose qui a été enregistré corporellement comme étant un danger, comme la rencontre avec un obstacle a véritablement mis le corps en danger, c'est-à-dire à raisonner RE, hein, pas RAI, à raisonner sur notre instinct de survie, c'est-à-dire sur cet impératif biologique de maintenir par tous les moyens notre existence. Et lorsque la situation que nous vivons résonne sur cette information très ancienne, très initiale, très archaïque, corporelle, et malgré tout notre savoir, eh bien, nous allons rentrer en résonance. Et la grande différence avec ceux qui connaissent la logique émotionnelle et ceux qui la découvrent ou ne la connaissent pas encore, c'est justement de pouvoir accueillir l'ébranlement généré dans le corps, de pouvoir l'accueillir, de pouvoir l'éprouver, se laisser éprouver avec cette information, ne pas chercher à l'éviter, ne pas chercher à la contrôler, ne pas la juger, etc. Mais au contraire, se laisser saisir, se laisser informer par l'ébranlement que ça peut générer. Et à ce moment-là, le retour, on va dire, à l'équilibre se fera plus aisément, plus simplement. Mais ça ne va pas supprimer l'ébranlement, ça ne va pas supprimer la sensation peut-être d'oppression ou de malaise que ça aura pu générer. Si sur le moment nous n'arrivons pas à nous laisser saisir, nous laisser informer sensoriellement par l'événement, eh bien, avec un peu de distance, le jour même, le lendemain, ou en reparlant de la situation, nous pouvons réaliser, c'est-à-dire, ah ben oui, c'est ça, ça y est, je comprends pourquoi je me suis énervée, pourquoi je me suis chauffée, pourquoi je suis allée chercher des poux à l'autre, pourquoi, au contraire, je me suis enfermée dans ma chambre, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne qui connaît bien le processus va pouvoir dire, bon, ben, ok, c'est ça qui s'est passé, c'est ni grave ni pas grave, je vois bien que j'ai ma part de responsabilité, donc ce n'est pas l'autre, c'est moi qui ai répondu à cette situation de cette façon-là, et de ce fait, nous pourrons être plus libres de rejoindre l'autre et de lui dire, voilà, c'est ça qui s'est passé en moi, c'est pas, j'ai réagi sur le moment, je me rends compte, j'aurais préféré ne pas, mais voilà, ce qui est fait est fait. Voilà, chacun est soumis à ce système-là, et peut-être que toi-même, tu vois comment tu as réagi, et peut-être nous pouvons en parler. Et donc, le dialogue, à ce moment-là, peut se réinstaurer, un échange d'expériences peut s'instaurer, et qui ira évidemment dans l'amélioration de la coexistence au sein d'un même lieu, au sein d'un même espace, ce qui n'est jamais simple, hein. Quand on est à 2, à 3, à plusieurs dans un espace, il y a inévitablement le réveil quand même de cette vieille notion de territoire
à laquelle personne ne peut échapper, là non plus. Donc là aussi, c'est une occasion de regarder comment nous nous organisons pour que à la fois nous puissions occuper notre propre territoire et respecter l'espace de l'autre. Donc là, tu viens comment dire, de donner un exemple par rapport au territoire. Et tout à l'heure, tu parlais des 3 modèles. Comme nous avons des personnes totalement nouvelles aujourd'hui, et c'est avec plaisir que nous accueillons, est-ce que tu peux, avec ce que tu as déjà exprimé autour de la frayeur, autour du jugement, autour de différents points, c'est vraiment redonner un exemple simple sur les attitudes, les comportements par rapport à tes 3 modèles, pour que les personnes puissent se repérer. Alors, ça, c'est vraiment le fruit des travaux d'un autre grand bonhomme qui est décédé il y a longtemps, qui s'appelait Henri Laborie, et qui, avec son équipe, travaux qui ont été repris après partout dans le monde, hein, et qui met en évidence que nous sommes tous dotés de 4 types, on va dire, de réactivité. Quand je dis réactivité, c'est vraiment du côté de comment le corps réagit, hein. Et donc, ces 4 types de réactivité qui correspondent à 4 types d'émotions, eh bien, nous en sommes dotés parce que tout simplement, ça a été enregistré dans nos gènes que pour arriver à répondre à l'existence dans certaines situations de danger, nous pouvons ou peuvent, parce que ce n'est pas nous pouvons au sens d'une volonté, hein, peuvent se mettre en action, peuvent être mobilisés, on va dire, ce type de réaction. Et donc, dans les 4 types de réactions, il y a une réaction qui, elle, est portée, on va dire, par un sentiment, une sensation de joie, d'opportunité. Et donc, c'est le côté plutôt excitation, je m'excite, je capte, je prends, j'y vais, j'ai de l'élan. Donc, il y a une espèce d'appétence que l'on peut avoir par rapport à une situation. Donc, ça, c'est ce que malheureusement on appelle, je dis malheureusement parce que les émotions, c'est des émotions, c'est ni négatif ni positif, mais elle fait partie de celles qui sont considérées comme positives. C'est tout simplement un fonctionnement ancré dans le cerveau et qui va du côté, on va dire, d'obtenir une forme de récompense et de satisfaction immédiate. Donc ça, c'est relié à un sentiment de joie. Et puis, il y en a 3 autres qui sont beaucoup plus défensives, beaucoup plus aussi pressantes que la joie, mais plus défensives. La première est d'éviter le danger. Donc, Henri Laborie la nommait la fuite. Il a même écrit un livre qui s'appelait L'éloge de la fuite. Et donc, fuir, c'est se donner la possibilité de bouger face à une situation qui fait danger. C'est forcément relié à un ressenti de peur. Et c'est un moyen tout à fait, là aussi, archaïque, dont nous n'avons pas forcément conscience, dont la plupart du temps, d'ailleurs, nous n'avons pas conscience, et qui s'impose à nous comme une évidence d'éviter le danger pour rester en sécurité, avec ce ressenti de peur qui tonalise, hein, qui colore le comportement. Un autre type de comportement qui est que quand je ne peux pas fuir une situation, je vais l'affronter. Et donc, on appelle ça la lutte, l'opposition, avec son cortège de contraintes, son cortège de résistance, son contrainte comment dirais-je, de chercher à avoir raison, d'obtenir gain de cause, de vaincre, de convaincre, de s'imposer. Et donc, il y a toute une terminologie comme ça qui donne à entendre comment un comportement d'affrontement peut aussi répondre au désir d'existence. Et évidemment, le corollaire du ressenti, c'est la colère. Et puis, quand on ne peut ni fuir une situation, ni l'éviter, ni l'affronter, parce que soit elle nous échappe, soit la personne qui est porteuse, on va dire,
de cette violence et de cette agression, eh bien, est manifestement beaucoup plus puissant et fort que nous, ne serait-ce qu'en taille ou en puissance symbolique, eh bien, nous allons plutôt utiliser la troisième voie de ce système défensif qui est le repli sur soi, l'inhibition, comme disait Laborit, mais je préfère utiliser le repli sur soi parce que c'est vraiment un comportement d'action. Je me replie, et donc on va rester plus dans sa coquille, dans son intériorité. On va beaucoup plus penser d'ailleurs qu'agir. Donc l'action, elle est plus réduite, l'action vers l'extérieur est plus réduite au profit de ce repli sur soi qui a vocation de nous permettre, un peu comme les animaux qui font le mort, et qui nous permettent de passer le cap d'une situation de perte ou de séparation ou trop complexe dans laquelle nous ne pouvons ni fuir ni lutter. Et voilà, donc ça fait partie donc de cette. Évidemment que le ressenti est lié à ce repli, c'est un ressenti de tristesse. Voilà. Donc nous avons les 4 grandes typologies émotionnelles: la joie, la peur, la colère, la tristesse. Et tout le monde connaît évidemment cette typologie, tout le monde fréquente plus ou moins ces ressentis. Chacun pouvant être un peu palichon, genre rose pâle, ou au contraire être beaucoup plus vif en intensité, comme la peur par exemple. Ça peut être un petit sentiment de fébrilité, et puis ça peut aller jusqu'à un ressenti de panique, d'angoisse, de frayeur, etc. Et c'est évidemment beaucoup ces ressentis-là que nous entendons. Moi qui passe beaucoup d'heures chaque jour à écouter, eh bien, c'est évidemment dans ces tonalités-là que ça peut aussi s'imposer, surgir. On appelle ça être débordé par ces émotions. Je ne sais pas si c'est un débordement, c'est juste que moins nous comprenons ce qui se passe et plus le phénomène du ressenti monte en puissance. Alors, voilà, il y a les 4 fondamentaux. Merci Catherine. Il y a une question autour dans certaines autres évaluations, enfin grilles, il y a aussi le dégoût et la surprise dans le monde des émotions. Qu'est-ce que tu en dirais? Alors, la surprise, c'est un peu comment dirais-je, l'éliminateur commun. C'est-à-dire que c'est d'abord ce qui se rapproche le plus de la peur. Lorsque nous sommes dans un état émotionnel, on va dire basique, très léger, très ordinaire, on va dire. D'ailleurs, dans ces cas-là, on ne se sent même pas ému, même si biologiquement nous le sommes, mais c'est très ordinaire. Et que surgit dans notre environnement une situation qui justement fait écho avec une sensation de changement ou de danger ou d'agression ou de perte, immédiatement le corps est saisi. Je fais ça, c'est-à-dire le corps est saisi, et donc c'est ça la surprise. La surprise, c'est vraiment l'élément qui est extrêmement court en intensité, mais qui révèle qu'il y a changement, et donc il y a sollicitation du corps à s'adapter à ce qui est perçu. Le dégoût est plus proche de la lutte, c'est-à-dire, c'est pour ça que je les associe, moi je ne les distingue pas. J'entends que dans la peur, il y a un effet de surprise, j'entends que dans la lutte, il peut y avoir ce ressenti de dégoût vis-à-vis de quelque chose que nous affrontons, mais que nous avons envie d'éliminer. Voilà, le dégoût, c'est envie de vomir quelque chose, c'est-à-dire quelque chose est là qu'on préférerait ne pas contacter, mais qui est là quand même. Et donc, le dégoût est vraiment proche d'une réaction très, très corporelle d'élimination. Donc, on ne peut plus l'éviter, mais on a envie d'éliminer. Et on retrouve ça aussi dans la réaction de lutte, c'est-à-dire que dans la lutte, très simplement, on a envie d'éliminer l'autre. C'est aussi simple que ça, malheureusement. Céline voudrait un éclaircissement pour elle, dans les informations qu'elle a.
La colère vient soit de la peur, soit de la tristesse. Est-ce que tu pourrais la repositionner? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, c'est ça. C'est se repositionner. La colère ne vient ni de la peur ni de la tristesse. Mécaniquement, il y a forcément la peur dans la colère, puisque quand on lutte avec quelqu'un ou quelque chose, il y a inévitablement la peur de perdre. C'est-à-dire, je prends le risque dans la lutte et que en sous-jacent, il y a forcément la peur de perdre. Maintenant, si la peur était prioritaire par rapport à la colère, la personne ne lutterait pas, elle partirait, elle fuirait. Donc, dans la lutte, la peur existe, mais elle est quasi invisible, parce que sinon, nous ne prendrions pas le risque de lutter. Et c'est vraiment ce que je disais en tout début des échanges. La tonalité colère est la conséquence du comportement adopté. C'est pas l'autre me met en colère, la situation me met en colère. J'avais fait un clin d'œil avec Catherine sur c'est quoi le titre? C'était est-ce que c'est la situation qui est trop Qui nous trouble. voilà, est-ce qu'on est dans une situation non, est-ce qu'on est troublé par la situation? Est-ce que c'est la situation qui nous trouble? Évidemment, c'est nous qui sommes troublés. C'est pas la situation, elle n'est pas troublante. La situation, elle est. Elle n'a pas pas de connotation. La situation est, et c'est nous qui sommes troublés. Eh bien, par rapport à la colère, c'est nous agissons dans la situation sur un modèle de lutte, et ce modèle de lutte est à l'origine des ressentis de colère que nous avons. C'est quelque chose qui est très différent. La logique émotionnelle qui se fonde vraiment sur le processus biologique, c'est-à-dire sur la mécanique biologique, met en évidence que autant sur le court terme, la situation déclenche une sensation et une réaction corporelle jusqu'à ce que l'équilibre homéostasique, on va dire, soit restauré. Donc ça, c'est dans des situations très court terme, très fugaces, de quelques secondes, et donc on n'a en général même pas le temps de s'en apercevoir. En revanche, cette logique-là s'est inscrite dans les habitudes et les comportements et les pensées, hein, donc dans toute la sphère psychique et cognitive, elle est inscrite dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle est inscrite dans le désir que j'ai d'être en sécurité ou le désir que j'ai d'occuper mon territoire et d'être respecté par les autres, va me faire adopter un certain nombre de comportements de type lutte, c'est-à-dire je vérifie que je suis respecté, j'impose le cadre, j'explique aux autres comment ils doivent se comporter, je juge, je fais en sorte que personne ne vienne me priver de quoi que ce soit, etc. Et ce sont ces comportements-là qui favorisent au long cours un sentiment de colère vis-à-vis des autres, de la situation, de soi-même, etc., etc. Et donc, cette lecture-là, elle est extrêmement importante parce que autant je ne peux pas, alors ça met l'occasion pour moi de mettre en évidence que nous ne pourrons jamais gérer nos peurs et nos colères, ça n'existe pas. On ne gère pas un sentiment. D'abord, on gère déjà avec difficulté un portefeuille de bancaire, mais alors là, on ne peut pas gérer un sentiment. Ça n'existe pas. Nous n'avons pas prise. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on dit à un enfant n'aie pas peur, ça n'a mais aucun sens pour l'enfant. D'ailleurs, c'est pire, puisque plus le parent dit n'aie pas peur, plus l'enfant entend que le parent, lui, il voudrait quelque chose sur lequel on n'a absolument pas accès. C'est un ressenti, c'est quelque chose qui est vraiment corporel, sensoriel. Et donc, on ne peut pas gérer son ressenti. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que l'on peut regarder comment, donc on ne peut pas gérer la colère, hein, ça n'a aucun sens. On peut regarder en revanche comment nous agissons dans la situation. Quels sont les actes que nous posons? Quelles sont les pensées et les croyances que nous avons vis-à-vis de cette situation? Quelles sont nos évidences sur la situation? Si l'évidence est forcément on nous cache des trucs et forcément on nous prend pour des imbéciles, si cette
évidence-là s'impose, évidemment que ces pensées sont étayées, on va dire, par des tas de comportements et que le ressenti de colère va suivre ces comportements défensifs de type lutte et suivre les évidences mentales qui ne sont plus interrogées puisque par définition elles sont évidentes. Alors, une question d'Émilie. Comment peut-on comprendre concrètement ce qui se passe en nous et agir ensuite? Alors, le maître mot que je pourrais proposer à Émilie comme à nous tous, c'est vraiment de ralentir. Voilà. Nous sommes mus et émus parce que nous sommes, comment dirais-je, nous sommes enfermés, on va dire, dans un phénomène de rapidité, d'immédiateté, ce que décrit un grand bonhomme, un autre, qui s'appelle Kahneman, et qui a écrit un livre absolument formidable, c'est un économiste, qui s'appelle Système 1, Système 2, et qui met en évidence que dans notre cerveau, il y a deux types d'organisation. Il y a un système court terme immédiateté et un système long terme. Et que le système court terme immédiaté, il a vocation à répondre de façon à nous rassurer. Et ça revient exactement à ce que j'évoquais en début de cette conférence, c'est-à-dire nous sommes tous mus par un désir, une pression existentielle et non consciente de retrouver ce que nous connaissons, nous rassurer, être rassurés par tous les moyens. Et donc, du coup, nous sommes poussés par ce système de rapidité à obtenir le plus vite possible les moyens d'être rassurés. D'où ces biais cognitifs que j'évoquais il y a une petite heure, c'est-à-dire obtenir par tous les moyens de quoi être satisfait, de quoi être rassuré. Et donc, ce que nous pouvons faire pour mieux nous connaître, c'est ralentir, c'est-à-dire c'est regarder étape après étape ce qui se joue en nous dans une situation. C'est pour ça que dans les livres que j'ai écrits ou coécrits, les derniers sont coécrits, j'ai mis en évidence une grille de lecture, une cartographie qui nous permet justement de ralentir. C'est-à-dire il s'agit de regarder ce qui s'est joué corporellement, c'est qu'est-ce qui est venu faire choc, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui est venu m'alerter, vraiment alerter mes sens, que ce soit en écoutant ou en entendant quelque chose, que ce soit en le voyant ou en le touchant. Et à partir de là, deuxième étape, qu'est-ce qui s'est joué corporellement? Quel est l'effet que ça a généré à l'intérieur de moi? Troisième étape, qu'est-ce que mon corps a fait? Est-ce qu'il a sursauté? Est-ce qu'il est parti en arrière? Est-ce qu'au contraire, il est parti en avant? Est-ce que, au contraire, je me suis mise à pleurer? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment mon corps a réagi? Et troisième point, grâce à ce mouvement corporel, quel équilibre j'ai retrouvé. Donc, c'est 4 étapes. Et puis, ces 4 étapes, on peut suivre le processus, toujours en ralentissant, qui est du coup, puisque j'ai récupéré une forme d'équilibre, forcément, dans l'étape qui est le temps beaucoup plus cognitif et plus conscient, j'ai naturellement cherché à conserver cet équilibre par tous les moyens. Et donc, du coup, il y a la prise en compte de ce désir d'existence, de ce désir de sécurité, j'en parlais beaucoup, ou ce désir de territoire. Et au nom de ce désir, de prendre le temps. Et ce temps-là, il est absolument essentiel, aussi fort que le temps corporel, mais il est très important. Quelquefois même, on peut commencer par regarder ce temps de nos comportements, c'est-à-dire d'écrire par le menu le plus concrètement possible qu'est-ce que je fais dans la situation.
Non pas parce que la situation est stressante, non, 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 non. C'est dans la situation telle qu'elle est, qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Quelles sont mes actions? Quels sont mes actes? Comment je dialogue avec l'autre? Comment je prends en compte l'autre? Comment je me prends en compte? Comment je prends soin de moi? Comment j'agis très concrètement? Et vraiment concrètement, c'est-à-dire par exemple dire je procrastine, c'est pas suffisant parce que la procrastination décrit quelque chose, mais en fait ne décrit rien. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste sur mon canapé? Est-ce que je rêvasse? Est-ce que je bouquine? Est-ce que je sais que je devrais faire ça, mais que finalement je fais autre chose? Donc, qu'est-ce que je fais concrètement? Et ça, ce point-là est essentiel. Et on va se rendre compte qu'en décrivant ces comportements et les évidences qui vont avec, eh bien, ça va m'aider à comprendre si mon attitude est plutôt une attitude d'évitement ou plutôt une attitude de lutte et comment dirais, de chercher à maîtriser la situation, ou bien est-ce que c'est plutôt une attitude de soumission et de passivité, ou bien est-ce que c'est plutôt une attitude très hyperactive d'excitation. Et là, j'aurais évidemment déjà un code un peu plus précis, c'est-à-dire, ah ouais, en fait, je suis en train là de chercher et d'agir pour maîtriser la situation. Ah ben oui, mais à partir de là, et donc c'est la 7e étape, c'est pas étonnant, je suis en colère. C'est-à-dire que plus je cherche à maîtriser ce qui peut-être n'est pas maîtrisable, plus, plus j'entretiens ma colère. Et comme je suis en colère, bah, inévitablement, 8e étape, ça va développer des habitudes d'interprétation qui s'imposent comme des croyances. Voilà, alors encore un autre hein, qui s'appelle Lionel Nakache, nous raconte sous la forme de fiction, interprétation, croyance, c'est-à-dire que les ressentis, ce que nous ressentons, par exemple la colère, eh bien, va développer des interprétations plutôt sur un modèle de confrontation et de rivalité. Et donc, un tel m'en veut, mon voisin de palier m'observe à chaque fois que je sors de chez moi, etc. Tout simplement parce que nos habitudes de lutte favorisent la colère qui elle-même favorise des représentations et des interprétations de type rivalité. Donc, c'est pour ça que je parle de logique. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour mieux nous connaître? C'est ralentir et devenir de fins observateurs de notre sensorialité, c'est-à-dire de la sensibilité de notre corps et de nos comportements, ce que nous faisons très concrètement. Je crois que tu as éclairé de cette manière-là une question de Camille qui se demande quelle attitude avoir avec son conjoint qui est du type colérique. Alors, ça, c'est le conjoint qui est du type colérique. Et évidemment que Camille sera plus avisée en regardant déjà comment elle-même s'adapte au comportement colérique de son conjoint, plutôt que faire la liste de la façon dont son conjoint exprime sa colère. C'est-à-dire que plus elle regarde ce que fait son conjoint, plus ça la convainc qu'il est colérique, mais ça ne dit rien de la façon dont elle-même se comporte et s'adapte face au comportement colérique. Et c'est peut-être là où elle va découvrir que elle est peut-être dans l'évitement de certaines rencontres, elle est peut-être dans faire le dos rond dans certaines situations, dans faire tout ce qu'elle peut pour ne pas déclencher de colère et donc finalement réduire sa propre expression. Voilà, elle va découvrir des tas de comportements et comportements que, évidemment, elle légitime au nom de la colère ou du côté colérique de son mari, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il est important de mettre à chaque fois en évidence que ces comportements-là répondent à notre désir à nous. Dire que l'autre est comme ça et c'est à cause de ça que nous sommes comme nous sommes, ce n'est pas suffisant.
C'est même non seulement pas suffisant, mais c'est surtout très enfermant, puisque tant que l'autre est là et tant que l'autre est dans ce comportement, c'est comme si nous n'avions pas d'autre moyen que faire ce que nous faisons, ce qui n'est pas juste. Donc, Catherine, on va terminer sur une dernière question et puis inviter les personnes qui nous ont rejoints en nombre à revenir mercredi prochain pour la suite avec cette notion que l'indécision émotionnelle, il y a quelque chose de la recherche d'équilibre en permanence. Et voilà, donc on éclairera ça, tu éclaireras ça. Et nous restons sur la dernière question, c'est Gérard qui dit que la méditation l'aide à ralentir et que accueillir les émotions avec la logique émotionnelle l'aide à comprendre. Est-ce qu'il y a, d'après toi, une complémentarité, un dialogue naturel entre les deux? Oh oui, 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 bravo pour cette question et pour cette pratique. Oui, oui, il y a un lien dans la mesure où la méditation, alors je ne parle pas de la méditation qui offre comment dirais-je, une sorte d'objectif qui serait de devenir zen. Non, ce n'est pas celle-là dont je parle. Je parle de la méditation qui, j'allais dire presque au contraire, offre à la personne qui pratique la possibilité de se connecter, de s'informer, de laisser venir, de laisser se déployer l'existant en soi et laisser l'existant en soi se déployer, c'est évidemment prendre le risque d'être, comment dire, en lien avec nos émotions, avec les sensations et avec ce qui est présent, que ce soit des pensées ou des émotions ou une douleur ou voilà, quelque chose qui est lié à la posture. Et donc, il y a non seulement un lien, mais il y a une complémentarité puisque j'ai eu la chance de pouvoir faire il n'y a pas très longtemps une conférence sur la logique émotionnelle dans le cadre de l'école occidentale de méditation. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de témoignages, évidemment, en plus du mien, puisque je pratique aussi, qui mettaient en évidence combien la connaissance de ce processus les aidait à pratiquer la méditation, puisque c'était d'autant plus une invitation à rester relié à cette expérience corporelle que représente l'état émotionnel. Qui mettait en évidence combien la connaissance de ce processus les aidait à donc, Catherine, je te propose que nous nous arrêtions là. Ce sera avec grand plaisir que je serai là à nouveau mercredi prochain à 13h. Et nous parlerons de quelque chose qui va certainement vous aider à relier le sujet que nous allons aborder avec vos expériences. C'est ce que très souvent nous appelons les montagnes russes, c'est-à-dire les hauts, les bas, les montagnes russes, la façon dont notre psychisme est envahi de pensées de toutes sortes qui s'opposent les unes les autres. Voilà. Donc nous parlerons des polarités, de besoins, des polarités de désir, c'est-à-dire que cet éclairage-là va nous permettre de mieux comprendre ce qui se joue et donc d'agir en conscience par rapport à ces va-et-vient émotionnels et ces montagnes russes. Nous nous arrêtons là? Oui, plusieurs personnes te disent à mercredi prochain, ils sont enchantés. À mercredi. Précieux partage. Et j'ai mis dans les commentaires un lien, peut-être possible. Il y a les fondamentaux de la logique émotionnelle qui sont donnés en présentiel puisque c'est une technique qui demande vraiment de la présence. Les 12, 13 et 14 juin, je l'ai mis. Et vous serez les bienvenus parce que là, ce sera vraiment la mise en pratique. C'est formidable. Voilà. Eh bien, à bientôt. Bonne fin de journée à tous.